Je veux commencer par remercier Guy Champagne qui a accueilli ce texte et avec lequel ça a été vraiment un plaisir de collaborer. On a été toutes les quatre co-directrices de ce volume, vraiment heureuses de ce travail-là. On est aussi très, très contente que le texte paraisse dans une collaboration entre les presses universitaires de Montréal et les presses universitaires de Rennes, puisque c'était un des enjeux pour nous de tisser un dialogue entre le Québec et la France. Alors là, il est en plus incarné dans ce travail de coédition. Alors, pour parler du texte, nous avons eu l'idée de réunir un des co-chercheurs de la chaire Colibex, qui est juriste, Hugo Gilbert Tremblay, et une postdoctorante aussi de la chaire Colibex, qui est aussi et surtout une artiste. Je suis moi-même professeure de littérature, donc on voulait avec ce trio-là incarner les différents intervenants et intervenantes de notre livre. Alors, je vais céder la parole à Hugo Gilbert Tremblay, qui va présenter le texte, et c'est lui qui va animer le reste de la discussion. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, je commence sans plus tarder avec une brève présentation de l'ouvrage. En fait, que je souhaite brève, mais je vais essayer de m'en tenir à un maximum de 8-9 minutes. Lorsque Mathilde Baraban m'a demandé de présenter le livre, j'ai accepté sans hésiter, notamment parce que, bon, sous la direction d'Anna Arzoumanov, Mathilde Baraban, Geneviève Bernard-Barbeau, Marty Laforêt, pour moi, ces noms-là, c'était en soi, comment dire, ça conférait une garantie de qualité quant au contenu du livre, et donc je n'ai pas été déçu. Écoutez, comment commencer un bref aperçu du livre? Je vous dirais que on peut voir le livre comme une forme de manifeste en faveur du décloisonnement disciplinaire. C'est vraiment un livre qui est placé sous le signe du refus de la pensée en silo, et qui postule finalement que la richesse de la réflexion va découler d'une fécondation mutuelle des disciplines. On pense à plusieurs disciplines qui sont rassemblées dans l'ouvrage: le droit, l'histoire de l'art, la muséologie, les études littéraires, la sociolinguistique, les arts visuels, donc des auteurs qui sont en provenance de tous ces horizons, qui eux-mêmes, à travers leurs textes, croisent les questions relatives au droit et à l'art. Le droit et l'art, une mésentente féconde, donc le titre en lui-même annonce le programme. C'est un livre qui porte sur la rencontre parfois pacifiée, parfois tumultueuse ou conflictuelle entre l'art et le droit. Évidemment, l'art est toujours, qu'il le veuille ou non, sur le terrain du droit. Le droit encadre toutes les activités humaines. C'est le droit qui dicte ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais le problème, c'est que le droit ne fixe pas toujours des lignes qui sont parfaitement définies, qui sont parfaitement claires. Et l'art vient jouer avec ces frontières-là, vient tester les limites, finalement, que fixe le droit. On peut penser à certaines limites par rapport, qui sont abordées dans le livre, les zones grises de la liberté d'expression au premier chef, mais aussi les frontières qui ne sont pas toujours très faciles à circonscrire, du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, des notions juridiques du droit criminel, comme la notion de menace. À partir du quand un artiste tient-il des propos qui sont menaçants? Est-ce que l'art peut modifier finalement le sens des propos au point de faire sortir le discours du champ de compétence, on pourrait dire, du droit criminel? Même chose pour les notions de pornographie juvénile ou encore d'obscénité. Je veux dire quelques mots rapidement vraiment sur les différents chapitres du livre pour vous donner envie en fait de l'acheter et de le lire. Les deux premiers chapitres sont moins placés sous le signe de la mésentente, je dirais, entre l'art et le droit que de la fécondation mutuelle. On a un premier chapitre d'abord de Thomas Hockman qui, lui, se demande, en fait, c'est le juriste là, du livre, qui lui se demande qu'est-ce que la théorie littéraire peut apporter peut apprendre au droit en matière d'interprétation. Thomas Hockman, notamment, va dire les études littéraires, la théorie littéraire nous a appris à quel point on devait détacher, dissocier l'interprétation des textes de la recherche illusoire de l'intention de l'auteur. Les questions similaires se posent en matière juridique par rapport à la recherche de l'intention du législateur, par exemple.
Et par ailleurs, Thomas Hockman compare le rôle des professeurs de droit et des intellectuels qui s'intéressent au droit à un rôle de critique littéraire, finalement. Parce qu'une fois que le juge a arrêté une certaine interprétation d'un texte de loi, par exemple, mais ce n'est pas pour autant que l'interprétation s'achève. Parce qu'on peut, après qu'une décision ait figé le sens d'un texte de loi, les professeurs, les intellectuels, les universitaires peuvent continuer le travail d'interprétation. Le chapitre 2... Je dis quelques mots sur le chapitre 2 qui, lui, est vraiment intéressant parce qu'il porte sur la manière dont on peut recourir au droit pour éclairer le sens inachevé d'un roman. Le chapitre de Richard Saint-Gelais porte sur un roman inachevé de Dickens, en fait, donc, et The Mystery of Edwin Drood, qui, donc, Dickens n'achève pas son roman, meurt pendant sa rédaction, et il y a un soupçon qui pèse sur la possibilité d'un meurtre, et donc, on se demande qui peut bien être le meurtrier. On organise des faux procès en 1914 avec des comédiens qui jouent le rôle de témoins, des juges, des avocats qui vont défendre un accusé qui est John Jasper. Et là, donc, on recourt au droit pour féconder l'interprétation d'un texte littéraire et on considère que les procédures, les règles de preuve, les règles de procédure du droit sont à même d'éclairer finalement, de fournir des réponses quant au sens d'un roman qui finalement n'a pas été achevé. Là, je me rends compte que je dois accélérer. Oui. Et je suis rendu au chapitre 3. Mais donc, après, on a plein d'autres chapitres, dont un qui porte plus sur la question des stéréotypes. Et là, on est au croisement de la réflexion sur quelle est la responsabilité morale de l'écrivain versus quelle est sa responsabilité juridique, puisque les œuvres d'art sont susceptibles de véhiculer des stéréotypes, évidemment, qui posent la question des limites éthiques de l'art. Ensuite, on a un texte fascinant sur l'affaire du lac. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'affaire du lac, mais c'est un artiste de Québec qui va, dans le cadre d'un projet de performance, proférer des menaces. En fait, c'est ainsi qu'on va l'interpréter. Proférer des menaces contre les enfants. 2 condamnations, finalement, va être acquittées en appel. Mais là, ça pose la question de savoir justement quelles sont les limites que peut se permettre ou pas de transgresser un artiste. On a un chapitre sur le rap pamphlétaire, le rap qui s'aventure à la limite du discours haineux. Et ce que Nathalie Drouin nous apprend, c'est que le rap n'a pas fini de poser des défis à l'interprétation juridique et d'étourdir les juges. Ensuite, on a un chapitre de Jeanne Mesmin-Destienne qui porte sur la question du corps, la censure du corps. Donc, je vous y réfère, mais vraiment un chapitre passionnant, notamment sur la question aussi des expositions de restes humains ou de l'utilisation du corps dans certaines expositions. Je pense au plasticien allemand Gunther von Hagens qui va exposer littéralement des cadavres et ça pose toutes sortes de problèmes par rapport à la question de la dignité du corps des défunts. Ensuite, on a un chapitre sur l'artiste Déborah de Robertis, de Quentin Petit-Didual, qui s'intéresse cette fois-là donc à la question de l'exhibition sexuelle. Le droit va se saisir d'une artiste qui teste les limites du droit par sa nudité. Encore une fois, vraiment, ça vaut le détour. Et finalement, la question de à partir de quand une exposition peut elle-même, finalement, devenir une œuvre d'art. Donc, toute la question de savoir si l'originalité d'une exposition, donc qui expose des œuvres, peut elle-même devenir une œuvre. Alors, j'en dis pas plus. Je sais pas combien de temps j'ai fait, mais je passe aux questions que je m'apprête à poser. Donc, d'abord à Mathilde et ensuite à Flutura Perca, parce que le 9e chapitre, c'est un entretien entre Mathilde Baraban et Flutura Perca. Et Pardon. J'ai mal noté. Préca. Donc, j'ai mis le R au mauvais endroit dans mes notes. Vous me pardonnerez. Voilà. Donc, première question à Mathilde Baraban. Donc, j'ai eu vent, parce que j'ai reçu un PDF de l'ancienne version du livre, que le titre initialement prévu était « Les droits de l'art », avec le même sous-titre « Une mésentente féconde ». Or, le titre de la version publiée, c'est plutôt « Les droits et l'art ». Donc, c'est une différence évidemment subtile, mais elle peut quand même suggérer un léger changement de vision quant à l'orientation du projet d'ensemble. Dans le premier cas, c'est les... En tout cas, peut-être j'en dirai pas plus, je vais te laisser développer. Est-ce qu'il y a un changement dans la vision du projet qui se traduit par ce titre-là ou c'est mon imagination qui est trop fertile?
Ouais, d'abord, merci beaucoup, Hugo, parce que t'as vraiment bien cerné, je dirais, ce qui est piquant dans chacun des articles et qui fait leur intérêt. Vous avez vu qu'il y a vraiment toute une diversité de sujets qui sont parcourus dans ce livre collectif. Oui, alors le titre, on a eu un titre de travail jusqu'à vraiment midi moins une, qui était Les droits de l'art, une mésentente féconde. Et on est arrivé finalement à cet autre titre, Le droit et l'art. Et peut-être que pour expliquer notre cheminement, il faut revenir à l'origine de ce livre-là et à ses impulsions premières. Et au tout début de ce livre-là, en fait, il y a un petit groupe de recherche avec les 4 co-directrices de l'ouvrage. Donc, Marty Laforêt qui est ici, Anna Arzoumanoff et Geneviève Bernard-Barbeau et moi-même, mais aussi 2 juristes, Pierre Rainville et Arnaud Latil. Alors c'était un petit groupe vraiment pluridisciplinaire parce qu'il y avait donc ces 2 juristes, mais aussi des linguistes et des spécialistes des études littéraires. Et c'était aussi un groupe qui était franco-québécois. Et essentiellement, ce qu'on faisait ensemble, c'était travailler sur des procès intentés à des artistes et on prenait les œuvres incriminées, on prenait les décisions de justice et tout simplement on les lisait ensemble. Et on les lisait ensemble et évidemment on lisait pas du tout la même chose selon notre formation et on se faisait découvrir des aspects des textes qu'on n'avait absolument pas perçus en dialoguant. Alors, je pense qu'à l'origine de ce texte-là, tu le soulignais hein, d'entrée de jeu, que c'était presque un manifeste pour le décloisonnement entre les discours. Mais c'est vrai qu'à l'origine de ce livre-là, il y a le plaisir de dialoguer et d'avoir des malentendus, d'essayer de les dissoudre, de se rendre compte quelles sont nos catégories interprétatives, quelles sont nos méthodes de lecture, et à la fois de se rendre compte des malentendus, mais aussi de l'enrichissement qu'il y a à comparer notamment certaines des catégories. Donc, ce dont on a eu envie, c'était d'élargir ce dialogue, en fait, tout simplement, en sollicitant d'autres juristes et d'autres non-juristes. Et puis peut-être que l'aspect manifestaire que tu voyais, il tient aussi au fait que vous voyez que ce sont les 4 non-juristes qui ont fait ce livre-là. On avait envie que d'autres non-juristes comme nous se risquent à se mêler de ce qui les regardait pas, c'est-à-dire du droit. Et peut-être d'aller regarder cette forteresse imprenable qu'est le droit depuis leur champ disciplinaire et de l'interroger. Donc on a appelé vraiment, je dirais, des spécialistes de toutes les disciplines à bien vouloir se poser la question non seulement des droits de l'art, mais aussi du dialogue entre le droit et l'art. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le mouvement qu'on appelle droit et littérature, mais on a l'habitude, pour le mouvement droit et littérature, de distinguer plusieurs branches. Alors, il y a le droit de la littérature, mais il y a aussi le droit dans la littérature ou le droit par la littérature. Mais c'est un petit peu tout ça qu'on faisait en fait quand on regardait les procès, s'intéresser à des œuvres qui parlaient de droit, s'intéresser à des œuvres qui voulaient se substituer au droit, regarder comment le droit faisait parfois de la littérature, etc. Donc c'est tous ces aspects-là qui nous intéressaient. C'est ce pourquoi le titre est beaucoup plus représentatif de ce qu'on a voulu faire, parce que c'est le droit et l'art dans leur dialogue et leur mésentente qui parfois peut être féconde. Si vous regardez le parcours du livre, je reviendrai pas sur ce que contiennent les textes de manière détaillée, parce que tu viens de le faire, mais il y a une architecture générale qui témoigne un petit peu de ce cheminement-là, parce qu'on commence par des premiers textes, ceux de Thomas Hockman et ceux de Richard Saint-Gelais, qui sont davantage des textes qui parlent des questions d'interprétation, qu'on a en commun, juriste et littéraire. C'est plus centré sur la question de droit et littérature. Et après, on s'en va vers d'autres articles qui vont s'emparer de
d'outils qu'on peut avoir en commun et qu'on peut discuter entre juristes et non-juristes. La question du stéréotype, la question du contexte, par exemple. Donc, c'est les 2 articles de Denis Ramon et ensuite Anna Arzoumanoff et Geneviève Bernard-Barbeau. Et puis, c'est seulement après ces articles-là qu'on arrive vraiment dans les questions des droits de l'art, avec des articles qui vont s'interroger sur les droits et les devoirs des artistes. L'article sur le rap de Nathalie Drouin, l'article sur la mise en scène du corps de Jeanne Mesmin d'Étienne. Puis on finit, il y a aussi l'article de Quentin Petit-Dual, toujours sur la question de la responsabilité de l'artiste. Mais on finit par 2 articles qui vont toujours s'emparer de la question des droits de l'art, mais en allant davantage du côté de la propriété intellectuelle. La question de la mise en scène dans les musées, donc du travail muséal, et la question évidemment de la performance dont Flutura va pouvoir reparler tout à l'heure. Donc je pense que ce titre-là auquel on est arrivé au final, il est bien plus représentatif de ce qu'on avait vraiment fait, mais vous avez peut-être remarqué qu'on met souvent du temps à savoir ce qu'on a fait. Voilà, alors le titre est arrivé un peu en fin de parcours. Donc, ça me convainc qu'on devrait toujours connaître les titres projetés des livres parce que ça nous renseigne énormément sur l'évolution d'un projet. Ma deuxième question, ce serait par rapport... Donc, dans l'introduction, tu évoques donc l'hypothèse d'une judiciarisation croissante de l'art, tout en reconnaissant qu'effectivement, sur le plan empirique, c'est peut-être difficile là, à établir. Mais indépendamment de la question, on pourrait dire quantitative, est-ce que ça augmente ou pas? Pourquoi dirais-tu que l'art est un lieu privilégié pour observer les mutations en ce qui a trait aux normes sociales, puis ultimement en ce qui a trait aux normes juridiques, donc l'évolution de la sensibilité, mais de la ligne entre l'acceptable et l'inacceptable? Qu'est-ce qui fait que le poste d'observation de l'art serait si fécond finalement? La première réponse très simple que je pourrais apporter à ta question, c'est que tout simplement, l'art est une expression et que l'expression, elle a toujours été encadrée et elle le reste. Donc cet encadrement-là de l'expression parle des limites du représentable, des limites de ce qu'on peut dire, donc de nos normes. Ce qui en fait aussi un poste d'observation si intéressant, c'est que l'histoire de l'art comme l'histoire de la littérature sont de vieux exercices. Ce qui fait que on a eu ces occasions-là multiples, non seulement de voir grâce à l'art où en sont nos normes, mais aussi de les historiciser et de voir comment elles évoluaient dans le temps grâce à ces efforts historiens, d'histoire de l'art comme d'histoire de la littérature. Alors c'est tout à fait saisissant, par exemple, dans l'article de Jeanne Mesmin d'Étienne qui parle de la représentation du corps en art. Parce que ce qu'elle montre au début, c'est que ce qui pose problème dans la mise en scène du corps, ça va être des questions liées à la morale, à la pudeur. Mais quand on arrive à l'époque contemporaine, ce sont plus ces questions-là qui sont mises de l'avant, ça va être davantage la question du respect des droits de la personnalité ou encore du respect de la dignité. Donc on voit vraiment très clairement dans cet article-là une évolution des normes. L'article de Denis Ramon aussi est très intéressant. C'est celui qui s'intéresse à la question du stéréotype. Il y a moins de profondeur historique, donc ça va être plutôt une saisie, je dirais, de l'époque contemporaine. Mais il est très intéressant parce qu'il nous montre comment le stéréotype est venu délimiter d'une nouvelle façon, y compris dans l'art, un irreprésentable, alors qu'il y a encore quelques décennies, les stéréotypes ne nous apparaissaient même pas. Et ce qui montre, c'est que non seulement ça apparaît dans les normes sociales, mais que beaucoup plus récemment, dans les 10, 20 dernières années, ça apparaît aussi dans le droit. Donc ça devient une norme aussi juridique. Donc ce mouvement-là est vraiment tout à fait intéressant.
Autre exemple, toujours dans le livre, de ces limites, disons, fluctuantes, l'article de Nathalie Drouin sur le rap est vraiment très étonnant, parce que ce qu'il nous montre, c'est aussi une espèce de travail intégrateur du droit, y compris de la transgression artistique. Elle montre que se dessine dans le droit quelque chose qui ne tient pas exactement d'une exception satirique, comme ça peut exister, mais presque d'une exception pamphlétaire. Et le rap a le droit, dans le droit français, à un traitement particulier, parce qu'on a reconnu la démarche propre, son historicité, etc. Donc, c'est vraiment un jeu d'évolution des normes sociales, juridiques et artistiques. Le dernier élément qui fait évidemment du droit un poste d'observation qui est vraiment fascinant, c'est qu'évidemment, dans son développement moderne, l'art s'est autonomisé, a voulu s'autonomiser, donc construire un système de référence, construire un système de valeurs qui s'inscrit en contradiction, parfois en inversion des règles du reste de l'espace social. Alors, évidemment, ça crée toute une série de conflits, et c'est ça qui nous intéressait. Hein. On en revient quand même, les procès, les polémiques, toujours aux questions de conflits. Des conflits entre les systèmes de valeurs, la définition du beau, du bien, dans le milieu de l'art, et la définition du beau et du bien à l'extérieur du milieu de l'art. Donc tout ça crée toutes sortes de frictions qui sont évidemment extrêmement intéressantes. Et puis tu parlais tout à l'heure de l'affaire du lac qui t'a marqué, mais qui nous a tous beaucoup marqué, parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette question-là. Vous remarquerez que la performance revient beaucoup dans les différents textes. Dulac veut faire une performance. Il est dans une école d'art. Il fait un projet de fin d'année fictionnel, mais qui va être jugé menaçant par un certain nombre de ses collègues et de ses professeurs. Donc il va avoir un procès. C'est une affaire qui est évidemment extrêmement révélatrice de ce conflit de normes dont je parlais entre le milieu de l'art et le reste de l'espace social. On a lu tous ensemble le verbatim des procès. Les professeurs de droit d'art qui sont appelés à la barre et le juge ne parlent pas la même langue. Ils ne se comprennent pas du tout. C'est vraiment un dialogue de sourds absolu. Mais ce qui est encore plus fascinant là-dedans, c'est que les témoignages des différents profs de l'art, des différents profs d'art qui succèdent à la barre, entre ceux qui font du dessin, ceux qui font de la performance, ceux qui s'inscrivent dans un paradigme plus classique et puis d'autres dans un paradigme plus contemporain, n'ont pas du tout les mêmes systèmes de valeurs. Alors, ça fait évidemment du milieu de l'art un lieu très intéressant pour voir comme ça se nouer à la fois les normes sociales, les voir évoluer, mais voir aussi la stratification dans un même milieu de toutes sortes de normes qui sont en fait parfaitement contradictoires. Merci, oui. J'ajouterais même, je veux dire, il y a aussi tout un paradigme de la transgression dans l'art, et donc qui est évidemment illustré par l'affaire du lac, mais c'est cette idée que finalement l'art a aussi besoin des limites du droit pour exister dans une certaine mesure, parce que c'est de ce cadre-là qu'elle peut tirer une sorte d'élan provocateur qui l'amène finalement à repousser les limites et aussi à en faire prendre conscience, parce que le droit, finalement, tant qu'il n'est pas transgressé, on peut vivre dans l'inconscience de son existence, mais l'art nous fait prendre conscience du droit lorsque finalement les limites se cristallisent à travers une affaire comme l'affaire du lac. Donc j'enchaînerai immédiatement avec une question à Futura Preka. Premièrement, alors ça, c'est le chapitre 9, un entretien particulièrement intéressant sur la pratique ce qu'on appelle le reenactment, mais on y reviendra. Juste avant, j'aimerais t'entendre sur le nom du duo que tu formes avec ton conjoint Besnik Axillary, Two Gullivers. The Two Gullivers. The Two Gullivers. Oui. Donc,
Pourquoi ce nom de duo? En fait, la présentation que tu fais, déjà, ça me facilite un peu commencer donc, de vous parler. Donc, vous voyez, mon nom, donc c'est Flutura Preca. Déjà, Flutura, ça veut dire papillon. Donc, toujours quand nous... Donc, vu que j'ai travaillé avec Besnik depuis 1998, donc je viens d'un pays ex-communiste, donc l'Albanie. Et quand nous avons quitté l'Albanie, c'était une fermeture donc, à l'extrême. On n'a jamais imaginé qu'un jour on pouvait quitter l'Albanie, avoir la liberté de rencontrer plusieurs pays, donc de rencontrer différentes cultures, différentes personnes qui pensent à la différence avec nous. Et chaque fois quand on se présentait, donc, Flutura, d'où venez-vous? Donc la question suivante, c'était d'où venez-vous? Mais c'était le nom qui déclenchait tout de suite donc, un intérêt pour parler sur mon origine, puis c'était assez complexe. Et à un moment donné, on a dit, ben, si on lève le nom, parce que d'où venez-vous, ça veut dire que vous n'êtes pas pareil, déjà il y a une différence. Alors, vu que donc il y avait cet intérêt, différence aussi, on le voyait aussi parce que venu d'un pays extrêmement fermé et voir des gens qu'il y avait une liberté d'expression, donc autant comme individu et dans l'art, la différence était énorme. Et alors, on dit, on va jouer avec l'identité de Gulliver, donc le Gulliver qui fait le voyage pour rencontrer différentes cultures, et toujours il est reçu comme un étranger. On a attaché, donc on a fait toutes sortes, mais il n'était jamais reçu comme les autres, toujours il était différent. Et vu que pendant notre enfance, le seul livre qu'on avait accès, le seul film qui n'était pas censuré, c'était Le Voyage de Gulliver. Alors on dit, voyons, donc pourquoi pas de s'appeler The Two Gullivers. Et à la fois, je suis... on présente aussi l'égalité entre hommes et femmes. Donc, et j'efface simplement mon nom, j'efface mon identité. On est du Gulliver, on peut être deux femmes, on peut être deux hommes, donc il n'y a pas d'importance. Mais c'était devenu assez... donc une identité qu'on le garde toujours et puis ça attire l'attention. Merci. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez rencontré des Lilliputiens? Donc, blague à part. Donc, ma deuxième question, ce serait vraiment sur la pratique artistique, en fait, qui vous est chère, celle du reenactment. Alors, ma question toute simple, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur de quoi il s'agit exactement, peut-être en partant du mot lui-même, et peut-être aussi nous dire quel mot serait le plus susceptible de rendre compte de son sens précis en français, notamment? Oui. En fait, cette pratique-là a eu plusieurs appellations. En français, on peut l'appeler reconstitution, mais reconstitution, ça ne veut pas dire, donc ça explique pas tout à fait cette pratique de reprise de performance. Et donc, on a gardé pour assez longtemps le mot reenactment parce que tout de suite, quand on dit reenactment, ça veut dire reprendre un événement historique, reconstituer un événement historique. Vu qu'on parle sur la reconstitution des performances du passé et surtout le reenactment, cette reprise des performances a commencé avec les reprises des performances des années 60 et 70. Donc, on a articulé sur ce terme reenactment. Mais en fait, il y a d'autres artistes qu'ils ont carrément mis à côté le mot reenactment et ils ont remplacé par reperformance ou bien reperformer. Et je suis plutôt d'accord avec ce terme-là parce que vu qu'on parle sur la discipline de la performance, alors pourquoi pas de ne pas l'appeler simplement reperformance, d'où ça peut être un terme intéressant pour la langue en français aussi. Merci beaucoup. Et donc, je t'amènerai tout de suite à développer plus particulièrement sur la question des rapports justement entre le droit et l'art, parce que cette pratique-là, justement, elle consiste à reconstituer une performance qui a déjà été faite dans le passé, mais donc, ça pose la question du rapport de fidélité à l'original, mais surtout la question des droits d'auteur, des droits
des artistes d'origine qui ont créé la performance. Donc, pourrais-tu développer sur peut-être quelques-unes des difficultés juridiques qui peuvent se poser justement pour des artistes qui empruntent cette voie? Oui. En fait, justement, je ne suis pas un expert en droit, donc vous avez bien compris, mais je vais parler comme un praticien plutôt. J'ai eu la chance de travailler depuis fin des années 90 avec Marina Abramović en Allemagne, et on avait aussi une très bonne expérience dans le cadre de The Artist is Present en 2010, et je crois que la plupart de vous le connaissez, cet événement historique de la reprise des performances. Donc c'est la rétrospective de Marina Abramović. En fait, moi, j'aurais dû appeler la rétrospective de Marina Eulai, parce que dans cette exposition-là, on a exposé plusieurs performances de Marina Eulai. Donc, et pour cette exposition, dans le cadre de cette exposition, avec une invitation directe de Marina Abramović, il nous a proposé, moi et Besnik, de faire partie dans cet entraînement, donc de reprendre les performances et de le présenter de nouveau. Donc, elle avait même donc fait un workshop à Meldon Bridge où on était autour de 32 interprètes. Donc, on était vraiment dans un entraînement comment refaire les performances le plus proche possible de l'original. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce que si on parle pour une performance qui, en tout cas, donc les performances des années 60-70 sont plutôt, il y a des actes dangereux sur le corps d'artistes, donc les artistes qui utilisent son corps donc à l'extrême, et même Marina Abramović, il y avait plusieurs performances qui comportent un danger pour l'interprète. Alors, pendant cet événement, nous avons compris que les performances qu'ils ont un danger physique, donc sont exclues pour l'interprétation. Ça veut dire... Abramović a refusé de vous autoriser à les reprendre, c'est ça? Ce n'est pas que Marina Abramović, il refusait à l'époque, donc en 2010, c'est le musée qui n'accepte pas les performances qui comportent un danger physique. Donc, cette interdiction de reprendre les performances qu'il y a un danger physique, donc ça pose des questions. D'abord, Marina Abramović, en 2005, on avait déjà interdit à reprendre une performance de Chris Bourden, Transfixed. Donc, Chris Bourden, qui était crucifié sur son Volkswagen 1977. Alors, vu qu'elle avait déjà un précédent par cette interdiction de reprendre les performances qui comportent un danger physique, il passe dans la même méthode. Donc, on exclut les performances qu'il y a un danger pour l'interprète. Mais le problème, c'est que Marina Abramović, elle avait bien exprimé, on peut reprendre la performance comme une pièce de Mozart, donc on peut le répéter avec exactitude. Mais bien sûr, on peut donc on peut le reprendre, le faire donc avec exactitude, mais le problème réside sur l'œuvre qui comporte un danger pour l'interprète, pour le public. Donc la permission des autorités pour l'exécution dans un lieu public en dehors du musée. Donc toutes ces questions autour du danger, on avait vu que sont des limites pour la reprise et l'exposition de la performance, d'où on se met donc de voir les stratégies de l'exposition de la performance, et on voit aussi clairement que la performance, il y a des limites justement parce que les artistes, ils l'utilisent encore, et souvent, donc selon la définition de la performance, c'est un art de provocation, c'est un art qui pousse les limites à l'extrême, et donc dans cette expérience, je m'intéresse et je pose la question encore pour d'autres types de performances ou d'autres artistes. Donc, on avait parlé hier aussi comme exemple Piotr Pawlenski. Donc, quand je ne sais pas si vous avez entendu quand il avait mis le feu sur une banque à Paris, à la place de la Bastille, donc il était arrêté, et c'est là que donc c'est un sujet assez intéressant à étudier,
Et il y a aussi d'autres historiens d'art, d'autres artistes, d'autres personnes des droits qui se posent sur la question jusqu'à où et quelles sont les limites de la performance comme une forme d'art. Donc, vu que l'artiste lui-même de l'œuvre originale, il est arrêté, alors quelles sont les possibilités de reprendre cette performance à lui? Donc, puisque la performance est la vraie vie, on ne sait pas si c'est un crime ou une œuvre d'art, d'où on doit l'étudier et poser des questions et donner des réponses et articuler aussi donc des stratégies pour ne pas censurer l'artiste ou l'art. Donc, Très bien. Je peux déduire que je vais pouvoir vous inviter dans mon cours de droit pénal consacré aux éléments constitutifs de l'infraction d'incendie criminel. Je laisserai la dernière question à Mathilde Baraban. C'est que j'aimerais... tu as très bien montré la difficulté, non seulement pour la performance, dont tu disais que c'était un art de la provocation, de la reprise qui pose des droits d'auteur, mais est-ce que tu peux aussi simplement revenir sur la façon dont vous travaillez, Besnik et toi, parce que ça pose aussi toutes sortes de questions par rapport à la reconnaissance de votre propriété intellectuelle. Le droit est manifestement pas prévu pour accueillir des personnes qui travaillent à deux et qui effacent leur nom propre. En fait, déjà, l'effet de le signer, le travail The Two Gullivers, on ne sait pas qui a moi et qui a Besnik, et on ne révèle jamais qui a commencé et qui a fini, qui a fait quoi, qui a fait... Donc, on essaie aussi à jouer avec cette flou, effacer donc la signature de l'artiste, mais en même temps de poser des questions sur la signature de l'artiste aussi. Bien sûr, il y avait beaucoup de débats pour les collaborations. Il y a déjà des tribunaux qui sont faits pour les droits d'auteur. Déjà en 2016, Oulay, le partenaire de Marina, avait amené au tribunal Marina, donc justement pour les droits d'auteur. Et Oulay, il avait gagné ce procès, mais le problème, est-ce que c'est résolu? Ce n'est pas résolu. Donc Marina, elle continue à tirer des profits, donc même sur le sujet que Oulay il avait soulevé. Et nous, ce qu'on avait décidé à faire, la seule chose pour régler ce problème-là, d'avoir un testament artistique. Donc, c'est le testament artistique qui éclaire tout le droit d'auteur, le droit intellectuel. Donc, c'est par un testament, surtout des artistes de la performance, il faut se pencher sur cette façon de régler une fois pour toujours, donc l'idée comment l'œuvre performative, surtout performance parce que c'est éphémère, et en collaboration, donc comment ça peut vivre plus tard. Donc, il y a plusieurs choses qu'on est en train d'étudier, mais comme tous les contrats, les contrats, ça clarifie toutes choses. Je ne veux pas dire que j'ai fini mon testament, mais quand même, il y a des choses qu'on le met sur papier, mais ce n'est pas seulement entre nous. La performance aussi pose des questions entre les institutions. Donc, si un musée, une galerie veut présenter une œuvre, déjà nos corps, nos corps performatifs, nos corps personnels vont être remplacés par des interprètes. Déjà, nous avons... il y a une performance qui a été achetée par Momok à Vienne et le protocole, selon moi, ce n'est pas tout à fait clair, mais quand même, nous avons dit que nos corps pourraient être remplacés par d'autres interprètes et le musée, il peut exposer l'œuvre autant qu'ils veulent. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut notre petit entretien. Donc, il y a un vin qui est servi. Donc, on sait que vous êtes venu pour ça. Donc, merci beaucoup. Ça va me faire du bien. Merci beaucoup.